Bonjour à tous, en 2012 j'ai mis en ligne une vidéo à l'attention de ceux qui débutaient l'airsoft ou qui commençaient à s'y intéresser. Depuis, le monde de l'airsoft a vraiment beaucoup évolué, les répliques aussi. Donc là, il était temps de faire un petit remake. Alors pour ça, je suis venu chez Krapahut, dans le magasin. Ça permettra d'avoir accès à pas mal de choses, pas mal de matériel, pour pouvoir vous le décrire, vous en parler et puis répondre à toutes vos questions. En airsoft, on utilise des répliques d'armes et non pas des armes. Si on emploie le mot arme à mauvais escient, on se fait très rapidement reprendre. Alors des répliques, il en existe de différentes catégories, de différents types. On va voir tout ça en détail. Les répliques, on peut les classer en différentes catégories suivant l'utilisation qu'on va en avoir sur le terrain et puis le rôle qu'on va jouer en cours de partie. Alors on va commencer avec les répliques d'armes de poing, donc des répliques de pistolet ou de revolver. En général, elles sont utilisées comme réplique de secours quand la réplique principale vient à manquer de munitions ou tomber en panne. Là, on va appeler ça un backup. Sinon, ça peut servir également pour les engagements à courte portée. La seconde catégorie, c'est celle des répliques de fusil d'assaut. Donc on va avoir ici, par exemple, tous les M16 et dérivés, et puis toute une série de Kalachnikov. On trouve aussi tout ce qui est SMG, les small machine guns, les petits pistolets mitrailleurs ou autres. Ça, ce sont les répliques les plus polyvalentes quand on débute. En général, c'est plutôt conseillé d'attaquer avec ce genre de répliques. Ça permet de pouvoir vraiment faire pas mal de choses et puis de bien s'amuser. On a ensuite les répliques de fusil de sniper. Alors jouer les snipers, c'est quelque chose qui est vraiment très technique. Ça va nécessiter de maîtriser des techniques de déplacement, de camouflage. C'est pareil pour les répliques, on a pas mal d'améliorations à faire. À la base, en général, elles sont déjà bien, mais pour avoir vraiment de très bons résultats, il va falloir les upgrader et puis pas mal s'entraîner. Pour les débutants, c'est pas forcément un rôle qui est conseillé. Enfin, on va voir les répliques de soutien, les batteuses comme on les appelle, comme par exemple cette réplique de M249. Alors on va avoir une grosse cadence de tir, une énorme réserve de billes. Là, on va pouvoir faire tomber une pluie de billes sur le terrain, sur ses adversaires. Ça peut être assez impressionnant. Dans cette catégorie, on peut aussi classer les mortiers, les lance-grenades comme celui qui est fixé ici sous le garde-main du G36. On aura aussi des lance-grenades indépendants, voire même des lance-roquettes. Alors toutes les répliques de cette catégorie, elles sont particulières pour leur utilisation. Sur le terrain, ça aura vraiment un effet extrêmement impressionnant. Par contre, pour les débutants, ça ne sera pas forcément les plus faciles à maîtriser non plus. Indépendamment des différentes catégories de répliques qui permettent de déterminer une certaine façon de jouer, on va trouver les différents types de répliques. Et là, c'est plus lié à leur manière de fonctionner. On va avoir des répliques dites spring, d'autres qui vont fonctionner au gaz ou au CO2. On aura aussi des répliques électriques et puis enfin des répliques qui fonctionnent à l'air comprimé. On va voir tout ça en détail. Premier type de réplique, les springs. Donc là, des répliques qui fonctionnent très simplement sur le principe. Pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir jouer, il vous faudra simplement quelques billes. Avant chaque tir, il faudra réarmer la réplique. Donc vous chargez la réplique, vous armez, vous tirez, vous devez réarmer pour pouvoir faire le tir suivant. On va trouver dans cette catégorie, dans ce type de réplique, les répliques de shotgun. On aura également quelques répliques de pistolet automatique et puis des répliques de fusil de sniper. Ceux-là, on va plus les appeler bolt. Le type de réplique suivant, c'est celui des répliques à gaz. Pour pouvoir les faire fonctionner, en plus des billes, il va vous falloir une bonbonne de gaz. Des gaz, on en a de différentes sortes. On en a des puissants, d'autres un petit peu moins puissants. Alors pour la catégorie, là, il faudra choisir par rapport à celle qui va être compatible avec votre réplique. Autre choix concernant le gaz, ça va être par rapport à la température extérieure. Vous avez des gaz qui sont prévus pour être utilisés plus par température basse et d'autres plus par température haute. Vous avez un phénomène qui s'appelle le cool down, le dégazage. Quand il fait vraiment très froid, le plastique, le métal peuvent avoir des réactions un petit peu particulières. Combiner une cadence de tir un peu élevée, ça peut parfois provoquer des dégazages. Donc la culasse va rester ouverte et puis le gaz va s'échapper, ça va vider votre chargeur. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte également. Pour les répliques à gaz, qu'il s'agisse de répliques de pistolet automatique, de pistolet mitrailleur ou alors de fusil d'assaut, on est toujours sur le même principe. On a un chargeur en général en métal qui fait office de réserve de billes et puis également de réserve de gaz. Ici, la partie frontale pour les billes et puis la partie principale pour garder le gaz. Pour alimenter, pour remplir, on a une petite valve qui se trouve au talon. Donc on prend la bouteille, on insère le tuyau d'alimentation dans la valve,
on presse et ça remplit en gaz. Quand on va insérer le chargeur dans la réplique, il va suffire d'armer. Quand on va presser la détente, on a le percuteur qui va venir frapper cette valve qui se trouve juste ici et le gaz va sortir par le trou qui se trouve juste sur le dessus. Viennent ensuite les répliques qui fonctionnent au CO2, donc là on est sur quelque chose d'à peu près similaire à celles qui fonctionnent au gaz. On va principalement trouver des répliques de pistolets automatiques ou de revolver. On a aussi quelques répliques d'armes longues, des fusils de sniper, mais c'est beaucoup plus minoritaire. Alors là, on n'a pas besoin de bonbonnes de grand volume. Là, il nous faudra des petites sparklettes de 12 grammes de CO2 qu'on va insérer dans la crosse du revolver ou dans le chargeur du pistolet automatique. Pour mettre en service une bonbonne de CO2 de 12 grammes, on va procéder à peu près de la même manière, que ce soit pour les répliques de revolver ou les répliques de pistolet. Pour les répliques de revolver, le compartiment fait partie intégrante de la réplique. Pour les répliques de pistolet, là on a un compartiment qui fait partie intégrante du chargeur qui est amovible. À chaque fois, on a un emplacement avec une vis de verrouillage qui se trouve au talon. Cette vis, il faut déjà la desserrer pour pouvoir libérer complètement le compartiment et pouvoir placer la sparklette. Une fois que la sparklette est dans son compartiment, là on va pouvoir resserrer complètement la vis pour pouvoir resserrer la sparklette et faire en sorte qu'elle se percute. Là il va falloir aller assez vite pour éviter que le gaz ne s'échappe et qu'on en perde. Quand une bonbonne de CO2 est percutée, il ne faut pas la retirer avant qu'elle soit totalement vide. Il ne faut même pas desserrer cette vis, puisque là, sinon, vous avez une vraie fusée, ça peut partir dans tous les sens et causer des blessures. Autre chose à savoir concernant les répliques à gaz et les répliques à CO2, c'est que les répliques à gaz, elles sont moins puissantes que les répliques à CO2. De la même manière, les répliques à CO2, elles se comportent beaucoup mieux par température basse que les répliques à gaz. Alors toutes ces différences, elles sont plus ou moins marquées suivant la marque, suivant le type de réplique et puis suivant les conditions de jeu. On a également les répliques électriques, donc ce qu'on appelle communément AEG, Automatic Electric Gun. On a aussi des AEP, Automatic Electric Pistols. Ça, c'est un petit peu plus rare. Ce sont pour des répliques d'armes de poing qui sont électriques. Donc là, sur le fonctionnement, on a des batteries. On en a plusieurs types qui sont logées dans la crosse de la réplique ou alors dans le garde-main ou alors sur un boîtier extérieur. Cette batterie, elle fait fonctionner un petit moteur qu'on va trouver dans la crosse. Le moteur, lui, entraîne une série d'engrenages qui compriment un piston. Tout ça, ça se trouve dans une partie qu'on appelle la gearbox. Et ça permet de compresser de l'air qui va propulser les billes. C'est le système le plus commun de réplique qu'on va trouver sur les terrains. Des batteries, il en existe de plusieurs sortes avec des fonctionnements qui sont bien différents. Alors là, on va juste aborder les bases. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait faire vraiment une vidéo complète sur les batteries. Alors ici, sur la table, deux batteries les plus courantes, celles qu'on va voir le plus souvent sur les terrains, enfin dans les répliques, une NiM et une LiPo. En général, les débutants utilisent des NiM puisque ce sont des batteries qui sont fournies dans les packs prêts à jouer. Ce sont des batteries qui sont assez faciles à utiliser. Ça ne nécessite pas de matériel particulier mis à part le chargeur de batterie pour s'en servir. Pour les LiPo, c'est un petit peu plus complexe. On va le voir après. Quand on veut se procurer une batterie, il y a deux choses à vérifier, la capacité et la tension. Alors ces informations, on les trouve sur la batterie en elle-même. Ici, vous voyez 1600 mAh, donc là c'est la capacité exprimée en ampères-heure. Et là, 8,4 V, là c'est la tension qui est exprimée en volts. Plus le chiffre est élevé devant mAh, plus la batterie a de capacité et donc plus elle va durer longtemps. Pour les volts, c'est un petit peu différent. Là, ça va être la tension qui va être envoyée au moteur et à la réplique. Si c'est trop élevé, plus que la réplique ne peut supporter, là, vous risquez d'avoir de la casse. Autre point vérifié au moment de l'achat d'une batterie, la connectique. Bien souvent, on aura une classique standard comme celle-ci. Vous avez un trou rond et un trou carré. Donc ça permet de ne pas se tromper lorsqu'on fait le branchement de la batterie sur la réplique. Si la connectique est un petit peu différente, on n'a pas de souci puisqu'on trouve facilement des adaptateurs. Ils sont même fournis avec certains types de batteries, comme par exemple pour les batteries Energy Airsoft. On a systématiquement un set d'adaptateurs qui est fourni pour pouvoir brancher la batterie sur n'importe quel type de réplique, même celle avec des connectiques qui sont vraiment très très particulières.
Pour recharger une batterie, on procède toujours de la même manière, quel que soit le modèle. On la branche sur son chargeur, ensuite on branche le chargeur sur une prise murale et puis on attend qu'il fasse son travail. Alors pour les chargeurs les plus basiques, qui ne sont pas équipés d'un système de contrôle de charge, la batterie va continuer d'être chargée même une fois qu'elle sera pleine. Là, ça peut amener à une surchauffe anormale et dans les cas extrêmes, ça peut déboucher sur un incendie avec des conséquences dramatiques. Donc il y a quand même des précautions à prendre. En tout état de cause, on ne laisse jamais une batterie en charge sans surveillance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le nez dessus tout le temps de la charge, mais bon, il faut éviter de s'absenter du domicile pendant qu'on est en train de charger ses batteries. Pour les batteries LiPo et puis même d'autres types de batteries, moi ce que je vous conseille d'utiliser, ce sont des safe bags, ce sont des sacs qui sont inifugés, qui sont renforcés, et donc ça vous permet, en cas d'accident, de minimiser les effets négatifs, donc ça sera toujours une précaution à prendre. Pour calculer le temps de charge avec un chargeur basique pour votre batterie, il va falloir regarder sur le chargeur la tension qui est délivrée et puis également la capacité. Donc output, ici vous avez en général un chiffre qui est précisé avec 300, 400, 500, ça dépend des modèles. Et donc vous comparez ce chiffre avec la capacité de votre batterie. Donc par exemple pour une batterie qui ferait 1000 mAh de capacité, si l'output du chargeur est de 500, vous divisez 1000 par 500, ce qui vous fait 2, et donc ça vous donne 2 heures de charge. Si vous obtenez un chiffre à virgule, attention, parce que là vous êtes sur des décimales, et il va falloir convertir ça en heures. 1,5 pour le calcul du temps de charge, ça va correspondre à 1h30 minutes. Autre point très important concernant les batteries de type LiPo, c'est que vous ne devez pas les utiliser en deçà d'un certain seuil. Sinon, il sera impossible de les recharger et elles seront bonnes pour le recyclage. On n'a pas ce problème-là avec les NIM. Elles, on peut vraiment les mettre à plat. Ça ne posera pas de souci, il suffira de les recharger et puis après, on pourra les réutiliser. Pour savoir à quel moment vous devez arrêter d'utiliser une batterie de type LiPo, vous pouvez employer ce genre de dispositif. C'est une unité de contrôle électronique et ça se branche sur la prise annexe de la batterie. Quand vous allez atteindre le seuil critique, vous avez une sonnerie qui va retentir. C'est le signal à partir duquel vous devez changer la batterie, la remettre en charge et la remplacer par une autre. Enfin, vous avez les répliques de type HPA. HPA, c'est l'acronyme de High Pressure Air, air comprimé en français. Alors, vous avez de l'air comprimé qui est contenu dans une bouteille et qui est transféré à la réplique par l'intermédiaire d'une ligne à haut débit. Certaines répliques sont prévues d'entrée de jeu pour fonctionner sous système, comme celle-ci, une M4 de chez Tipman. Sinon, vous en avez d'autres qui peuvent être transformées, des AEG, des répliques qui fonctionnent au CO2 ou au gaz. Alors, suivant le type de transformation et puis le type de réplique à l'origine, ça va vous coûter plus ou moins cher. L'airsoft, comme toutes les activités, a son propre vocabulaire. Vous avez des mots, des expressions que vous allez entendre et puis que vous allez devoir employer. Alors bien souvent, ces mots et ces expressions sont issus du vocabulaire de l'armurerie. Ça désigne des pièces ou des parties d'armes ou de répliques d'armes. Mais on a aussi des mots qui sont vraiment très spécifiques à l'airsoft. Alors ici, j'ai fait une petite liste très courte. Vous avez des lexiques extrêmement complets qui sont très précis, bien détaillés. Vous les trouverez très facilement sur Internet. Alors pour cette liste de mots les plus courants, du moins les premiers qui me sont venus à l'esprit, on a déjà blowback. Ça c'est pour parler d'un mouvement de culasse vers l'arrière, comme sur les répliques de pistolet automatique par exemple. On a ensuite misfeed, ça désigne un problème d'alimentation en billes. Vous avez les billes qui se trouvent dans le chargeur qui ne vont pas monter comme il faut dans la réplique, et donc quand vous allez tirer, vous n'aurez pas forcément de billes qui vont sortir du canon. C'est parce qu'on a un misfeed comme on dit. Le cooldown, ça c'est pour des répliques qui fonctionnent au gaz. Vous avez par temps froid parfois des contraintes mécaniques, des pièces qui se rétractent, en plastique ou en métal, et donc vous avez des fuites qui peuvent survenir, et le cooldown, donc un dégazage d'un seul coup de la réplique, tout le gaz va s'échapper du chargeur. FPS, l'acronyme de feet per second, donc c'est pieds par seconde, c'est une unité de mesure de la vitesse des billes, une unité de mesure anglo-saxonne qui est utilisée au détriment du mètre par seconde. Le joule, c'est pareil, c'est une unité de mesure pour désigner la puissance cinétique des répliques. Alors, en dessous de 2 joules, c'est considéré comme une réplique. Au-dessus de 2 joules, c'est passé dans la catégorie des armes, même si ça tire des billes en plastique. CQB, Close Quarter Battle, c'est un lieu dans lequel on peut jouer, mais avec des distances de tir qui vont être, des distances d'engagement qui vont être réduites. C'est pour ça qu'en général, dans les CQB, on utilise des répliques qui sont un petit peu moins puissantes, qui tapent un peu moins fort pour faire un petit peu moins mal aux copains.
GBB, l'acronyme de Gas Blowback, donc là c'est une réplique à gaz ou à CO2 dont la culasse est mobile. GBBR, là c'est pareil, Gas Blowback Rifle, donc là ça désigne spécifiquement les répliques qui fonctionnent au gaz ou au CO2, mais qui sont des répliques longues. Et puis pour finir sur cette liste, NBB, donc là Non-Blowback, donc là c'est une réplique dont la culasse ne bouge pas, par exemple une réplique de pistolet automatique dont la culasse serait complètement fixe. Le contrôle de la puissance des répliques se fait à l'aide d'un chrony, comme celui-ci par exemple, et avec des billes de 0,20 g. L'unité de mesure qui est utilisée, c'est le FPS, Feet per Second, donc c'est une unité de mesure anglo-saxonne, mais maintenant c'est rentré dans les mœurs. Tous les organisateurs de parties, les clubs, les associations l'utilisent pour contrôler les répliques. Alors, jusqu'à 350 FPS, donc pour des répliques d'environ 1,14 joules, on va pouvoir tirer en mode automatique. Au-delà de 350 et jusqu'à environ 463 FPS, ce qui est la limite légale autorisée, là les répliques ne pourront être utilisées qu'en mode semi-auto, donc coup par coup. On peut avoir des restrictions suivant les associations, les règles de jeu ou les scénarios. Le hop-up, c'est un système mécanique qui a été mis au point par une firme japonaise, Tokyo Marui, il y a quelques années, et le but de cet ensemble de pièces, c'est de donner à la bille un effet de rotation sur elle-même pour améliorer la portée et la précision. Alors Cybergun a mis au point son propre système qui est un peu différent et qui s'appelle le BAX. Actuellement, toutes les répliques sont équipées d'un système hop-up ou BAX. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de régler pour augmenter les performances de la réplique. Alors, ça se fait plus ou moins facilement. Sur certaines répliques, le système de réglage est facilement accessible. Sur d'autres, un peu moins. Sur des répliques de fusil d'assaut, bien souvent, on doit ouvrir la culasse pour pouvoir accéder à une molette, une roue dentée ou à un curseur. Sur des répliques de pistolet automatique, par contre, là, c'est un petit peu plus délicat puisque là, il faut procéder à un démontage sommaire. Ici, vous avez la petite roue dentée qui permet de régler le hop-up. Donc vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Ça permet à une petite patte d'appuyer plus ou moins sur le joint hop-up et donc de donner plus ou moins d'effet. Le sujet des protections est vraiment extrêmement important. Au minimum, pour jouer, il va vous falloir des protections oculaires. Ça inclut les lunettes ou alors les masques. Avec les lunettes, le risque qu'on peut avoir, c'est qu'une bille passe sur le côté, entre le visage et le bord des lunettes. Alors ça va dépendre de la morphologie et puis également des formes de lunettes. Et là, ça pourrait être quelque chose d'assez problématique qui pourrait conduire à une blessure assez grave. C'est pour cette raison qu'à titre personnel, moi j'utilise les lunettes uniquement sur des parcours de tir ou sur du tir sur cible. Et puis en partie, moi j'utilise uniquement des masques. Des protections oculaires, on en trouve à tous les tarifs. Pour des modèles haut de gamme, à toute épreuve, les prix peuvent monter jusqu'à 150 €, voire plus. D'un autre côté, moi il m'est arrivé de voir sur certains sites des lunettes dites balistiques à moins de 6 €. Donc là, il ne faut quand même pas rêver. Quoi qu'en dise la description, il faut faire preuve de bon sens. À ce prix-là, on n'a pas quelque chose qui sera suffisant pour protéger les yeux. Quand on cherche une paire de lunettes ou un masque, on peut se référer à plusieurs normes pour attester du niveau de protection. On a déjà la norme EN 166 qui s'applique aux protections oculaires dans leur ensemble, donc monture et oculaire. Ça concerne la résistance aux impacts, aux UV et puis aux autres dangers. Alors on a plusieurs paramètres qui déterminent le niveau de protection. On a la classe d'optique. Là, on a 3 niveaux. Le niveau 1 pour un port continu, le niveau 2 pour un port intermittent et le niveau 3 pour un port occasionnel. On a également la résistance mécanique. Donc à chaque fois pour des tirs avec des billes de 0,20 g, on va avoir pour le niveau F une protection jusqu'à 306 fps, pour le niveau B une protection jusqu'à 816 fps, et pour le niveau A une protection jusqu'à 1292 fps. Donc pour l'airsoft, il va falloir des protections qui sont aux normes EN 166 1B ou alors EN 166 1A. Pour les lunettes à branches, systématiquement le niveau de résistance mécanique va être un niveau F, donc ça va être inadapté pour l'airsoft si en face de vous, vous avez des joueurs qui sont équipés de répliques qui tirent à plus de 306 fps.
En résumé, lorsque vous allez choisir vos protections oculaires, il faudra vérifier que figure dessus ou sur un certificat annexe les mentions EN 166.1B ou EN 166.1A ou alors Stanag 2920 V50. Le choix de la protection, c'est quelque chose qui mérite qu'on y passe beaucoup de temps. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un œil, ça ne se remplace pas. Et puis qu'en cas d'accident, si une protection n'est pas homologuée, un assureur pourra toujours se rétracter et refuser de vous verser des indemnités. Au niveau de la protection, on a d'autres éléments qu'il ne faut pas négliger. Une bonne paire de chaussures montantes, par exemple, pour préserver ses chevilles. On peut aussi penser à une paire de gants, à une paire de genouillères. Pour la tête, un casque, ça en cas de choc ou en cas d'impact direct, ça sera toujours plus sécurisant. Et puis sinon, un élément de protection qui, à mon sens, vient en deuxième position, juste après les protections oculaires, un masque grillagé pour le bas du visage. En cas d'impact dans les dents, une dent, ça saute tout de suite. Donc là, avec ce type de masque, vous serez protégé, ça vous évitera d'aller voir le dentiste. Voilà pour ces quelques conseils et cette vidéo. Alors chaque rubrique en elle-même aurait nécessité une vidéo complète. Là, le but était plus de vous donner quelques pistes de départ pour pouvoir faire votre propre recherche. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.